Au nom du comité d'organisation de la 19e édition du congrès mondial USPP, je tiens à remercier Abdelkhalq Al-Mjidi qui a répondu favorablement à notre demande et qui a bien accepté donc d'animer la conférence d'aujourd'hui et qui s'intitule L'art rupestre du Maroc, des humains, des espaces et des temps. Et puis donc, je laisserai la parole à mon collègue et ami Mohamed Bouajaja pour, en quelque sorte, modérer cette conférence et l'animer. Et on se retrouvera donc à la fin de la conférence pour un débat entre nous. Donc, M. Bouajaja, tu as la parole. Merci, cher. Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à féliciter nos collègues de Meknes et de l'INSAP pour l'organisation de ce congrès. Je les remercie également pour m'avoir invité à ce congrès en tant que modérateur de cette conférence dédiée à l'art rupestre et présentée par notre ami le professeur Abdelkhalq Al-Mjidi. Abdelkhalq Al-Mjidi est archéologue et professeur de l'enseignement supérieur, spécialiste de l'art rupestre au département de préhistoire de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, donc l'INSAP à Rabat, et chargé de mission au Centre national du patrimoine rupestre à Agadir. Il est donc lauréat de l'université Edanov à Leningrad, ex-URSS, et docteur de l'université Ibn Zohr d'Agadir. Il dirige plusieurs programmes de recherche avec des équipes espagnoles, notamment le programme Études des arts rupestres de la vallée du Tamanart, dans la province de Tata, également datation des peintures rupestres à Ouint-Asgr, donc à Asgr, dans la région de Tantan. Il collabore également avec plusieurs universités, dont l'université d'Ibn Zohr d'Agadir, dans l'encadrement des étudiants, soit en master, soit en doctorat. Il est également représentant. Il est membre représentant de l'International Federation of Rock Art Organization, ce qu'on appelle les FRAO, section Afrique du Nord. Sa production scientifique est très riche et variée, est en plusieurs langues. Elle consiste en livres, chapitres du livre et articles publiés dans des revues internationales indexées. Je ne vais pas tout citer, mais je vais citer quelques références bibliographiques de M. Al-Mjidi. السفوح الأطلسية رابط ثقافي بين الصحراء والمرتفعات المغربية فيما قبل التاريخ 2019. Livre sur le patrimoine culturel du Maroc avec toute sa pluralité. Édition La Croisée des Chemins. Acte de la première rencontre nationale sur l'art rupestre, 2018. Livre Conférence Marrakech, The Rise of Animal Life. Donc, je vais citer quelques-unes. Tirra également, Tirra, aux origines de l'écriture au Maroc. Tirra, ça veut dire en amazigh l'écriture. Quelques articles dans des revues indexées. Le Bani moyen à l'aube de l'histoire, d'après des données rupestres, Espéris Tamouda, Kipul et rituels, art et ethno-archéologie dans la vallée de Tamanart, Espéris Tamouda, Azruklan, Asazag, A New Complex Rock Art, Since from the End of the Bovidian Period, l'anthropologie, l'art rupestre de Figuigui Isht, Maroc oriental,
nouvelles données, aperçu général sur le patrimoine archéologique du Smara, arte rupestre, paisaje e poblamiento en Alto Atlas, primera compañía en el Valle de Oquimden. Il y a aussi le projet de parc, et donc il participe aussi au projet de parc de Sarro Tafilalt. Donc j'espère que j'ai un peu résumé ce que j'ai dit. Maintenant, je te donne la parole pour donner ta conférence intitulée Art rupestre du Maroc, art rupestre au pluriel. Art rupestre du Maroc, des humains, des espaces et des temps. À toi la parole, c'est Mjidi. شكرا سي محمد بوعجاجة. شكرا لي زارابوفون أزول فلاون أمازيغوفون. Thank you for English speakers are present with us today. I made a choice to present this conference in English, even though I am a very modest user of this wonderful language. But I think it's better to use an international language for such topics like rock art. Moroccan rock art, humans, spaces and times. It's from the title you can notice that a very, very complex subject, and we will just have a short show about this phenomenon of rock art in extreme northwest of Africa, which is Morocco and a part of Algeria. And as you know, you have here a very simplified chronological table of prehistory of Morocco, and it shows that a land of a spectacular continuous evolution, and by the last discoveries, Morocco becomes a country of an apparition of sapiens and of a very long traditions of techniques and technology of flint knappings, because it's one of African territories which have known a continuous and diverse history. Recent discoveries in Jebel Irhoud and in other areas in Morocco place Morocco in among the centers of human origins. The sites of Casablanca, for example, which is in Carir Toma, which is very rich in remains of Homo erectus, and quarries of Jebel Irhoud, which contain the oldest sapiens, make this area an essential reference in chain of anthropological evolution. Why humans? Because it's the motor, the engine of this evolution in not only in northwest of Africa, but in the whole Earth. From a simple tool made on a pebble to a form of the most complex symbols like inscriptions, the humans of southern Morocco have suffered the fallout
from changes and irregularities in nature to arrive finally in creating a brilliant adaptation systems and a unique form of management of scarcities in natural resources. And we have temporal Agadir now in south of Morocco, which resumes this long history of management of natural resources. This trilogy relatively explained by archaeological sites in southern Morocco. We have different societies, but we can fit them to two social and economic constructions. The first was the hunting and gathering, and the second was transhumance and breeding. This long history of interaction between man and nature in southern Morocco is recorded partially in different forms. We have surface concentrations of flint tools, which are the culmination of millennia of technological innovations and traditions. And we have rock art sites, which are the pre and protohistoric mirror of many old ideologies, reflects the collective vision to the world around. The geographical distribution of these sites, from the deep prehistory to the apparition of inscriptions and even to the expression on rock art in anti-Atlas pastures, which dated some decades past, is unequal on national territory. We have along the ancient rivers, we have a huge concentration of sites, and we have some white spots that maybe explain us that the climate was developed parallelly with these material cultures, and the south of Morocco had been never very wet. It was a series of ecological crises that fashioned social life through hundreds of thousands of years. The first traces of material culture in Morocco, in south of Morocco, because the north was very well developed by my friend Abdelrahim Mohib. So the south present also some very old traces of material life, of anthropic material life, especially some hand axes and some chopper and chopping tool along the Dar'a Valley and the Sagi al-Hamra. We have a Middle Paleolithic very well represented in the whole area south of the High Atlas, and even on the High Atlas pastures, and an Upper Paleolithic more diversified and more represented by numerous concentrations and fertility of surface. We have practically no stratified sites in the south. This antiquity of the presence of man in these areas
shows how was complex the superstructure of these communities. And the discoveries in northeast of the country is a material proof that sapiens in the northwest of Africa was widely open on cultures in Mediterranean, in Sahara, and also in a littoral corridor with Western Africa. Here in south of Morocco, we have a very, very rich Neolithic concentrations, but they are very bad studied, and that makes difficulties to link these cultural movements with rock art sites. So we have many aspects of the material culture in the south, but we have difficulties to synchronize all these elements, and it's a pretty logical situation, because 99% of researchers are acting in the north of the country, and we have a few researchers, really few, that act in the south, and we cannot do the work as it must be done, because we have a serious lack in pluridisciplinarity. We have now geologists, we have now biodiversity studies, we have now history of climate, and so on. But with a few means that we dispose, we can draw approximative corridors that the man in different periods had taken to get resources. We have a dynamic of movements that draw on remains, archaeological remains, and sometimes you can precisely lead the movement of communities to get the raw material. For example, for flint, we have the example here of the Tamanat Valley, which very rich in rock art sites, and the archaeological elements going with, like tumuli and surface concentrations of ceramics and tools. And we can see clearly that the movement to get flint, raw material of flint in Hamada, many of Dar'a communities crossed more than 45 kilometers to have a good and adequate raw material, because they were the specialized hunters in the Dar'a Valley, and they were obliged to have a compromise between habitats and getting the raw material. So they established along the Dar'a Valley and along the principal affluents of this main ancient main water stream. And we see in different rock supports in Morocco, the rock was and will remain inherent in human life. We've seen quickly how the flowers and the quartzite were very important in life of communities, but prehistoric communities. Then the rocks
was essential material for constructions, and then a basic support for rock art panels and ideograms. And therefore, Moroccan rock arts are quite rich and above all very diverse. We have at least 4 procedures, 4 styles to explain, to reflect the details of old social life of these communities. For the most part, the inheritance of rock art of Morocco are engravings, but paintings in shelters began to occupy an important place among the number of rock sites, and that's thanks to the dynamic of young researchers that they made many discoveries in this last 10 years, and Morocco now count more than 500 sites, which paintings occupy about 50 rock sites. In 2019, we, with the team of Tamanat, we published an article about cupules, and this to show you the link between the prehistoric life and today life. We have found some sites in Tamanat represent some cupules, exactly as we find in different sites in the world, and especially in the Sahara. They are rock art and ethnoarchaeology of this province, and we published the results of these research in Hesperis Tamuda journal. This was an essay to prove that a continuity in archaic forms of expression actually with something at least proto-historic. And these actions confirm and sometimes deny links with the past life. And this case of Tamanat near the village of Agrad, where a result of a research with a Spanish team from the UNED Universidad, and the results are very, very important, not only at the level of ethnoarchaeology of rock art, but also in some using of new technologies of taking pictures by night, which we will develop in the middle of this conference. By their nature, the Moroccan rock arts constitute one of the hinges of the circulation of ideas and symbols, beliefs and symbolized norms, which punctuated the social acts of pre- and proto-historic communities, and even the actual social aspects, as we have seen in the valley of Tamanat province of Tata, as I mentioned above. As a result, Moroccan rock art is a very ancient mode of expression. They are an inherent part of the North African heritage and constitute a logical continuity
of the pre- and protohistoric expressions of the Great Sahara and the Western Mediterranean basin. These arts are testimonies at the same time of a material and immaterial natures. The material nature of the ability of treating archaeological like any artifact. As for their immaterial nature, it relates to their paleontological reality and the multidisciplinarity interactions that we can make to interpretations that we can make to approach relatively some aspects of the old community ideologies. As we can see on the map, we have three ecological aspects of the geographical distribution of this rock arts in Morocco. The high altitude, a series of sites from the west to the northeast, and it continues on the Algerian Atlas as a rock art sites linked to pastures, to high altitude pastures, and is widely open on Mediterranean cultures. We have many engravings that have affinities with rock art in Spain, for example, or in Italy, like halberds and dags, and many other details of everyday life of a shepherd in Bronze Age on the altitudes. And then we have a series of sites and concentration of sites on the Anti-Atlas and the piedmont of the Anti-Atlas, which are a hinge between Saharan zone and altitudes. When it's a pre-Sahara zone. And then finally we have the most old and antiquity of rock arts in the Saharan zone along the very old water streams like Sagi al-Hamra. These representations can be painted or engraved, and apparently there is no clear limit between the two phenomena of engraving or painting on, because we have very limited studies on this topics, but we could have more about limits between spaces and styles if we had enough logic infrastructure means like researchers and technology base. Here we have some representations from the south, reflects the evolution of humans painted or engraved on rock. We have here some scene of hunting from Tantan region and engraved two anthropomorphic forms from Samara. They are dancing or fighting. It's difficult to make an interpretation, a correct interpretation. Here we have an axe, a metal axe, took by anthropomorphic form. It's the final stage of Bovidian representations. And then we have the final stage of Bovidian
representations when the metal become something vulgarized in the south of Morocco, in a very close link with north of Mauritania and the west of Algeria. We can appreciate the moments of visibility for example, this panel in Tamanart Valley near the Dar'a River. We can see the talk between two men and one woman, and by the spread on of the metal making in North Africa, in Morocco especially, we can see the change that on representing human beings. They are some representations without surface or almost without surfaces, and more positions of worship or fighting with bronze and metal arms. Then by the end of these phenomena, we will find some human forms riding new animals in the area, like horse and camels. And these engravings and paintings help us to have a relative chronology of the area through these figures. We have a phenomena of tumuli, very linked to rock art. It's in French, a constat. 25 years I am working on the south of Morocco. Until now, I have never found a rock art site without tumuli in the site or around the site, the rock art sites. So it becomes inherent. It becomes very close to rock art. We have digged one tumulus in the area of Tazarin in 2002, and we have discovered in the tumulus not a skeleton but 14 small blocks bearing some picked spots and some symbols engraved on. So the tumulus is not all the time covering a skeleton. Sometimes it's a symbol of someone recognized by the group, maybe. We have a very, very rich typology of these tumuli. Some of them are sanctuaries, like these, with the form of the moon shape, or fly shape ones, or heart shape ones. They are very, very large. Sometimes they can attend structure. We find one tumulus or more, like this, 3 tumuluses and the part of the head. So it's a complex funerary traditions, and I show you the most common types of the south of Morocco. We have more than 22 types, but it needs a very deep research and a specialized research. And we have to make some datations to organize in time this funerary constructions.
Here we have an example of a circular, simple tumulus with a belt, with a rock belt constructed as a wall around. And it was vandalized, and we can see the skull and archaeological parts on the floor out of the tumulus. We can talk about more than 65% of these funerary constructions are vandalized, unfortunately. Here we have an example that was digged by me and my students in 2009 in the area of Bouarfa. It was a tumulus of 4 layers. I mean, when they put the dead person in the Holocaust, burned the skeleton, and they shut the encorbellement and make 4 layers of blocks and stones. And we have here a drawing of this tumulus, just to show you how it's complex to give an opinion, a scientific opinion on the interior of these constructions. The geographical location of Morocco between the Green Sahara and the Western Mediterranean has made this area of the extreme northwest of Africa a historical cultural space of convergence and mixing of the most diverse material cultures. And this is the most ancient prehistoric times. It is not, therefore, a coincidence to find rock art representations engraved and or painted, which recall styles over the North Africa and Mediterranean. The circulation of ideas and now has brought cultures and people together and has made the Sahara and a large historical cultural zone where the subsequent cultures has been formed. As you can see on this map, is reflect a deep history and wealth inside the 2 margin zones. The extreme northwest, which Morocco is a part of the and the southwest of the African desert. It's a symmetric image of social, economic development of communities in their performance of adapting to natural resources, because it's very similar, the south part and the northwest part of Africa in natural resources. The arid and semi-arid regions of southern Morocco represented one of the Saharan margins of refuge for pre- and proto-historic communities of Sahara who retreated to avoid ecological crisis. At the same time, these communities grew up with the local and the Sahara Mediterranean chain gradually complemented each other as man adapted to the new landscapes. The occupation of spaces was always punctuated by interactions between modes of production and climate change between the Sahara and the Mediterranean. At the very beginning of human history,
these modes of production were set up in a hunting and its specialities. Then later radical changes occurred and man of Northern Africa became an farmer and popularizer of metals. And here we can notice this geographical distribution of rock art areas that fit exactly to water resources in this area. And we can notice the characteristics of Moroccan water resources. It's a surface water linked to high altitudes, which is very vulnerable. So it's depends to evolution of climate. So human communities have moved to the altitudes and back to the south. It was a rhythm of climate change and evolution of adaptation to these changes. Morocco has the merit of exceptional relief, which are in fact a large reservoir of water descending dynamic ancient rivers in the area, intersecting with the topographic corridors between mountain ranges. Morocco constituted a net of topographic corridors of communication between material cultures. Arid zones extend to the center of the Sahara. The establishment of communities intensifies on the marginal belts and foothills of the mountains. As the arid spaces become very humid again, under the influence of ocean temperatures, the redistribution of archaeological sites is again along the rivers and around the large lakes. Communities of different cultural characteristics are established. Both the geographical distribution of rock art sites in Morocco perfect traces these phenomena, particularly during the Holocene, whose climatic changes are chronologically close to us and therefore more palpable by traces on various natural and anthropological supports that have arrived during the last 10,000 years. Here we have a geographical distribution of the rock areas, and we can notice easily that this distribution fit to water streams and rivers, because as the main element in everyday life of prehistoric communities. Belong to a very huge area of the south of the Mediterranean basin, developed in two main phases: art of hunters and art of agro-pastoralist metallurgists. Moroccan rock arts reflect at least four cultural aspects: Paleolithic style, maybe it belongs to Upper Paleolithic, or at least the final stage of Upper Paleolithic. Probably they are probably the oldest figures. They are very rare because we have no technology to take very precise pictures of animals, and we have been constantly contaminated with
Spanish colleagues from the Universidad Nacional de Estudios a Distancia, and these technologies revealed some very small and very thin engravings that was realized under the most what is considered the most old representations in North Africa, which is not in North Africa but at least in Morocco, which called the Tazina style. These poorly studied miniatures are increasingly revealed by new technologies applied to rock art archaeology, in the case photogrammetry. And we have here an example of panel on the left on which we can see some engravings but not very clear. It was photographed by night, and we can see two antelopes very clearly, and that can be done in other sites to reveal maybe the most old representations in rock art of Africa. The second style is a style of hunters from late Paleolithic to early Neolithic transition, whose sites are spread over the entire territory south of the High Atlas. This style is characterized by engravings of an Ethiopian fauna represented by pachyderms such as elephants, rhinos, giraffes, and big antelopes, antilopinas. Representations that draw on the cosmogony of hunting and the manipulations of a collective consciousness of human groups closely linked to the world of hunting game. These canons translate into a physical exaggeration, monumental figures, and the role of animal in the symbolic life of man. They are complexes of rock art concentrations, forming a synergy with the places and embodying collective psychomotors rebellious to current interpretations. In this period, the early hunters of the final stage of Upper Paleolithic and the beginning of Neolithic, we have an appearance of rock art style of specialized hunters, like this specimen from Lasli Bukurshin, 10 kilometers west to the Samara. We have big representations of bovine, of wild bovine, from the type of Bos, maybe Primigenius, I don't know. And we have symbolic representations linked to different aspects of the fauna, like avifauna, birds and avistrois. Some spirals, extremely complex signs and symbols affirm the identity of Northwest African rock art and its relations with the Mediterranean and the Sahara. Some signs and symbols that evolve in perfect relation to changes in societies. By the end of this experience of specialized hunters, we will notice that a sudden
apparition of a new style in the area, which we call Bovidian style of Neolithic and early Middle Age breeders, spread over Moroccan territory from the High Atlas, the Anti-Atlas, and beyond Saqi al-Hamra to the Mauritanian rock art areas. But Bovidian engravers did not disdain other subjects, such as wildlife. They continue to draw what was drawn by hunters. And we can see here on the right a lion with a bird on the tail. It's a figure that repeated recurrently in many sites in south of Morocco and in northeast of Morocco. The Saqi al-Hamra was quite wet when these cattle arrived in the area. The water was there torrential and a very varied aquatic fauna lived inside. And we have some representations of this aquatic fauna at the time of the humid periods of the history of the Sahara. The Neolithic man also exploited aquatic resources. We have some crocodiles here, and some fishes, some types of fish. During the final Bovidian period, we will notice that ecological crisis began to give some signals, especially in the area of Saqi al-Hamra. The signs and symbols formed a fairly thick cultural stratigraphy, a great accumulation of beliefs, styles, visions of the world and creations begins to manipulate collective consciousness. We are witnessing the first contemporary political formations with appearance of metal. Societies are beginning to stratify. We will have some conflicts on pastures in the high altitude areas, and by the end of this period, which is the late Bronze Age, we will assist to a formation of amateur political constitutions in north, northeast, and in the west of Algeria, and in north of Mauritania, etc. Still known as Amazigh or cement herders, that we can see the descendants of Bovidians and constituting the substratum of majority of current North African cultures. The Amazigh representations are the culmination of all rock art movements of Northern Africa in their opening to the Sahara and the Mediterranean. The apparition of a horse and camel will accentuate, will make these changes very quick to geopolitical areas in Morocco, and we will assist to a very large role of the Anti-Atlas area in the first political formations like Almoravids and Almohads. From the Bronze Age to the present day, Amazigh communities have continued to develop ways of adapting to different North African landscapes. They ended up removing and
and or creating several areas. Moreover, the invention of rock writing is not the only Amazigh innovation. It should also be the notion of horse from in Moroccan sites contain Libico-Amazigh inscriptions. The distribution of these inscriptions follows exactly that of the rock art sites across the pastures of the High Atlas, the Dra'ab Valley, the Sagi al-Hamra Wadi, and the oasis of southeastern of Morocco. The inscriptions of Ahzib Nikis in the High Atlas is considered the oldest so far discovered in Morocco. It was photographed by Mr. Jean Malhomme. It's vandalized now. Unfortunately, we can read only half of this line of characters of Amazigh inscriptions. The direction of the reading is difficult to establish. These inscriptions seem to lie between the Tifinagh alphabets of the Sahara and the Libyan North alphabet. By their patinas, these inscriptions belong to various periods, but we consider the most old inscription is that we have in Ahzib Nikis, dated by Jean Malhomme at the 7th century before Christ. But personally, I think we have to add at least 5 centuries, because the elaborated inscriptions, it needs a time to become very organized and very well done on in association with other figures of Bronze Age, late Bronze Age. This tradition continues in the country of Tuaregs in East. Here we have a picture of a woman is learning children how to write in Tifinagh characters on the sand. The ecological crisis, more and more, the pastures are becoming scarce or insufficient. Conflicts begin to arise. A new social class is born, the warriors who protect the pastures. Collective granaries begin to appear, and confederation of tribes are formed to guarantee the safety of families and the management of communities. And we have here some historical engravings in the western part of the Anti-Atlas, which reflect this situation. You have some ruins and some granaries, which is called in Amazigh language the Igudar, with engravings round that shows the rooms, shows the granary here with rooms in the space of this granary, with towers, 4 towers in each angle, with a gun, fire gun, tower. This is proof that conflicts were very widely spread in the south to the Anti-Atlas and about spaces of agriculture. Chronologically, now we will talk of these. We've talked about man
about space. We will talk about times of this phenomenon of rock art. Chronologically, the rock arts of Morocco cover stages ranging from the Upper Paleolithic to the subcurrent representations of the early 20th century. The most recent rock carvings are found in sites in the western part of the Anti-Atlas, where collective granaries are depicted with chambers, details, and towers guarded by guns. These rock art sites place Morocco as a people who have kept the tradition of rock expressions until the very recent past, just after the Dogon country, where communities continue to engrave and paint rocks. We have a proposition of a chronology for those who know me. I am not an orthodoxy researcher. I am not a very known scientific, so I give you this proposition of chronology, but it's not really a scientific repartition of in time of this phenomena, especially for our colleagues in Europe. They will not accept it, but anyway, I think the most ancient representations in Morocco must be put in Upper Paleolithic, in the last period of Upper Paleolithic. And then we have to push a little bit Bovidians towards the 6,000 or a little bit more than 6,000. In this way, we will have place for the very quick evolution of other aspects of rock art, because the chronology that we know until now is a very problematic. The majority of specialists in Europe place our rock art in 5,000 before. So we will have difficulties to put all this evolution in such a very short chronology. And then how can explain the most ancient sapiens in Jebel Irhoud? I will tell you in French. Il a croisé les bras de 300 000 ans jusqu'à 5 000 ans pour commencer à dessiner. C'est un peu bizarre. It's a little bit bizarre for me to have a chronology begins with 5,000 into the history. Evolved during 3 major stages and reflecting 2 main socioeconomic formations, the Moroccan rock art are the most fragile link in the national heritage chain. The rock art sites continue to undergo different types of degradation caused by human today. We have here an example of a vandalized block cut to be transported, bearing a Tazeen-style engraving of an oryx in the area of Ait Wazir, not far from Tazari. Moroccan rock arts are never isolated. The inheritance of the tumuli in the rock sites is tested everywhere in Morocco to the point of becoming a dialectical rule. In our opinion, it is impossible, in order to better elucidate the paleoethnology of pre- and protohistoric Moroccan cultures, to bypass
the analysis of rock art. To achieve this goal, it is absolutely necessary to protect rock art sites. And then I will share with you some extraordinary moments with friends in the desert of Samara to have a strong tea and to relax. Thank you. C'est l'Arabie. Donne-moi la main, c'est l'Arabie. Merci, Selim Jidi, pour cette conférence riche. Tu m'entends, c'est l'Arabie? Oui, je vous entends. Vas-y, vas-y. Mais j'ai pas d'image, hein? C'est grave. C'est j'ai dit qu'il va. Non, il faut activer ta caméra. Je l'ai activé, mais c'est pour rien. Voilà. Il faut attendre. Il y a un temps de latence. Vas-y, tu peux parler, tu peux. Oui. On t'entend, vas-y. Pour cette intéressante conférence. Même si tu as décidé de la faire en anglais, moi, mon anglais est un peu, il est moyen, quoi. Mais moi aussi. Mais je pense que les questions seront en arabe, en français, en anglais, ou même en tamazight, je pense. Hein? Donc, Selim Jidi nous a brossé un tableau de l'art rupestre marocain. Il a insisté donc sur la richesse de ce patrimoine qui est plutôt concentré dans le sud que dans le nord. Donc, il a insisté aussi sur le fait que les populations humaines empruntaient des couloirs, donc surtout dans le sud marocain, des couloirs topographiques pour communiquer entre elles. Il nous a présenté également l'importance, il a montré aussi l'importance des nouvelles technologies, comme celles utilisées dans la région de Tamanart, le programme Tamanart. Donc, ça va donner des résultats, je pense, intéressants. Finalement, il a lancé un appel donc, à la protection et la préservation de cet art rupestre qui est face au danger qui est le guet. Donc, merci Selim Jidi. Je vais donner donc la parole à l'assistance pour poser d'éventuelles questions, soit en arabe comme on a dit, ou en français, en anglais. Merci. Ou en russe. En russe, ah oui, j'ai oublié parce que tu parles russe, oui. Voilà. La parole est à l'assistance. Micro, c'est Arabi. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, donc c'est juste pour le plaisir. D'ailleurs, je vous remercie pour l'invitation. Et voilà, mes salutations aux collègues que je connais depuis longtemps. Donc, les collègues de Paris, aussi des collègues du ministère de la Culture. C'est Saad Khalat, on a travaillé ensemble, ça fait longtemps. C'est un honneur pour moi de l'avoir comme ami. Stewart Jaja, bien sûr, Agadir, donc, et tous les collègues. Sincèrement, c'était juste le plaisir voilà, de vous saluer. Mais je félicite Selim Jidi pour cette excellente conférence riche, que j'ai appris beaucoup de choses, bien sûr, sur le patrimoine rupestre, sur cet art rupestre très singulier du Maroc et surtout du sud du Maroc. Je pense que Selim Jidi, donc, il a parlé du facteur territoire qui est très important voilà, pour ce patrimoine, mais sur le facteur humain.
qui sont les deux éléments pour qu'on puisse penser à une stratégie d'abord de sauvegarde, de conservation, de mise en valeur et d'avoir une projection de développement pour que la population locale, autochtone, puisse en bénéficier. Donc, je pense que maintenant, les politiciens, entre guillemets, donc les décideurs du territoire, d'intervenir, de mettre en place des projets de développement, de sauvegarde surtout, avec les spécialistes. Donc, normalement, il faut faire toujours appel aux spécialistes pour qu'on puisse mettre en place des projets de sauvegarde de développement, mais aussi qui soient bénéfiques pour les populations autochtones. C'est dans ce sens, sinon, cette question toujours de pillage, de destruction de ce patrimoine, toujours, quand il n'y a pas on va dire, ce pont, cette synergie entre le décideur et la population autochtone, c'est là où il y a le problème. On commence à vendre ce patrimoine, à le détruire, ne pas s'accaparer, de le faire à soi. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens qu'on puisse travailler, donc sensibiliser ces décideurs, les autorités locales, la population, pour que tout le monde puisse travailler ensemble, en synergie, pour d'abord sauvegarder ce patrimoine, le conserver, et pourquoi pas d'en faire un vrai vecteur de développement local et durable surtout. Et merci Saad Khalat, encore une fois, mes félicitations. J'aimerais bien un jour qu'on puisse se rencontrer, bien entendu, tous ces collègues. Donc, chacun est un peu partout au Maroc, voilà, malgré ces temps de confinement. Voilà, j'espère que ça se passera bientôt, Inch'Allah. Merci. On se verra à Meknès l'année prochaine. Inch'Allah, avec plaisir. Merci à vous tous. Oui, merci, Mehdi. Oui, ça sera intéressant d'organiser une excursion après le congrès vers les sites rupestres de la vallée de Ziz. Oui. Pourquoi pas? Oui, alors, c'est le Mjidi. Moi, c'est bon, Jaja, est-ce que je peux poser une question à monsieur Oui, le oui, j'ai des problèmes avec la caméra, mais vas-y. Voilà, alors moi, je ne suis pas spécialiste. Mais pas en anglais, s'il vous plaît. Non, pas en anglais, c'est en français. Je ne suis pas un spécialiste de l'art rupestre, mais c'est juste pour pouvoir comprendre. Tu as montré une carte de la répartition des gravures et des peintures éventuellement sur le Maroc. Et tu as subdivisé la répartition de ces gravures en 3 zones. Donc, il y a une zone que tu as appelée, je pense, pastorale, pour le Haut-Atlas, une zone qui correspond à peu près donc à l'anti-Atlas, hein, donc ce que tu avais appelé pré-saharien, et puis donc tout à fait au sud de la zone saharienne. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est une répartition géomorphologique, c'est-à-dire juste due à l'espace géographique, ou bien est-ce que c'est une répartition en fonction du type de ce patrimoine, c'est-à-dire les gravures et les peintures. Donc, sur quoi il est basé cette répartition géographique? Ok, donc est-ce que je réponds tout de suite? Oui, je pense oui. Alors, la répartition en zone écologique est très importante pour moi parce que je considère, par exemple, la zone qu'on appelle maintenant pré-Sahara, je la considère une zone écologique durable. Et j'explique pourquoi. Jusqu'à maintenant, les chercheurs qui s'intéressent au nord de l'Afrique et au Sahara, au sujet de l'art rupestre, ils placent les origines dans le Grand Sahara. Et le Grand Sahara, pour moi, est une zone écologiquement n'est pas stable. Et automatiquement, les communautés humaines ne seront pas stables aussi. Ils vont s'adapter à l'exploitation des ressources qui s'élargissent et se rétrécissent au rythme des changements climatiques et au rythme de forme et style de production. Et donc,
on doit chercher les origines de l'art dans la ceinture marginale du Sahara, dans les zones qui sont durables. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais très arrosés, mais ils ne sont jamais très sèches. Et donc, les communautés qui s'installent dans cette ceinture marginale, par nécessité, développent des systèmes de production qui sont durables. Et si vous remarquez actuellement et depuis le Moyen-Âge au Maroc, vous n'allez trouver le système des égouts d'air de gestion de ressources dans aucune autre région que dans la région écologiquement durable, que j'ai appelée zone écologiquement durable. C'est là où l'exploitation de la gestion de la rareté s'est développée d'une façon correcte. Quand on voit l'Agadir actuellement avec ses chambres, ses cases, et quand on voit la gestion de ces ressources, maigres qu'ils soient, par les Izrfen, par les traditions qui donnent le droit au chef de l'Agadir de vous donner par portion, même si ça vous appartient, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le droit du groupe est très important. Il s'est développé dans une zone où les communautés étaient obligées d'arriver à un compromis entre la forme de produire et la forme de consommer et de gérer la production. Pour la zone d'altitude, elle est culturellement nettement différente des autres zones parce qu'il est complètement lié au pâturage, ça c'est un. Deux, elle est très ouverte sur la Méditerranée. Nous avons sur les gravures des figures qui nous montrent incontestablement qu'il y avait une relation entre les deux parties de la Méditerranée. Il y a un micro qui doit être fermé pour que je puisse continuer. Et les sujets représentés dans cette zone constituent on voit clairement les liens entre le Haut Atlas occidental, par exemple, et les sites de la région de Figuig et l'Atlas algérien occidental. Surtout pendant les dernières étapes de l'évolution de l'art rupestre, c'est-à-dire juste avant l'apparition de l'écriture, dans l'âge du bronze, par exemple, le bronze moyen et final, on remarque une intensification de déplacement de ces communautés et on trouve les traces documentées dans les abris de la région de Figuig, dans le Rif oriental et dans la partie occidentale de l'Atlas algérien. Et c'est une zone que je considère tampon, une tangente entre la culture des pasteurs qui détient des relations avec le Sahara et la culture des agriculteurs du Rif oriental qui ont développé une céramique, qui ont développé des signes et des symboles sur cette céramique qu'on trouve probablement, je ne suis pas très sûr, mais qu'on trouve probablement dans les abris de la région de Figuig. Quant à la zone 3 qui est saharienne, elle est exactement comme les autres zones du Grand Sahara. Ce sont des déplacements de communautés qui sont très liés aux anciens cours d'eau. C'est des gens qui ne pouvaient pas vivre très loin
des cours d'eau. Et d'ailleurs, la culture matérielle est très liée, comme par exemple au Maroc, elle est très liée à la Saqiya al-Hamra et Wad Dahab, et on ne trouve pas de concentration de sites entre ces cours d'eau, où on trouve des petites concentrations qui indiquent peut-être les passages, les couloirs de déplacement, comme par exemple entre les peintures de Wad Asgar dans la région de Msiyid et Jdiria et Farsia au nord et au nord-est de Smara et à l'ouest de l'Algérie, au sud de Tindouf. Donc on a des petites concentrations qui montrent les déplacements temporaires, comme d'ailleurs dans l'anti-atlas, on les trouve, qui assuraient les relations entre l'anti-atlas et le haut atlas. On trouve dans la région de Igram, dans la région de Isafen, et ainsi de suite. Donc c'est une répartition écologique et en même temps, ça nous donne une idée sur le développement dans l'espace et l'adaptation et les formes de production de différentes communautés pré- et protohistoriques. Ce qui explique d'ailleurs l'intensité et la richesse des formes tumulaires aussi. On a une concentration de tumuli dans des zones qui sont très liées au couloir et au cours d'eau et qui sont très diversifiées. On a l'impression qu'il y avait des communautés de différentes appartenances culturelles qui arrivaient à un compromis écologique pour vivre dans des espaces comme on voit l'intensité actuelle du Nil. J'espère que j'ai répondu à votre question, Monsieur Larbic. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, ok. Merci, Semjidi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense Faisal a une question. Ok, allez, Faisal, vas-y. Je ne sais pas si mon micro marche ou pas. Il marche, il marche. Si, Okay, j'entends. merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais rebondir par rapport à la terminologie utilisée dans votre exposé. Oui. D'ailleurs, vous avez utilisé l'étage ou le terme de la période bovidienne. Alors, ce que je sais du peu que je sais, que les termes qui désignent les périodes de classification de la rupestre sur l'échelle de toute l'Afrique du Nord ont été introduits à partir de l'époque coloniale. Par rapport au bovidien, il s'agit d'un étage qui est dominé par les figures de bovinés, de bœufs, de vaches, où, selon certaines régions, on va trouver la technique utilisée qui serait le piquetage. Donc, à chaque fois qu'on a des bovidés piquetés, c'est du bovidien. Le problème, c'est qu'à la fois, le bovidien correspond à, ou bien il a une dimension qui est stylistique, une technique de réalisation, mais aussi qui a un sens qui est plutôt chronologique sur l'échelle de la chronologie nord-africaine. Le problème, c'est que cette chronologie, elle est beaucoup plus précise par rapport aux peintures du Sahara central, or qu'en Afrique du Nord, elle est un peu farfelue et on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc, pour résumer, le style bovidien, il apparaît avec l'émergence d'une société qui pratique l'élevage. Donc, c'est selon les chronologies courtes ou longues, on va parler de 5000 ans. Donc, ce premier style va apparaître, par exemple, au Sahara central, où on va trouver des bovinets, mais aussi des chèvres. Or que ces chèvres sont quasi absentes au Maroc. Donc, la question est, vu toute cette confusion par rapport au style et par rapport à la chronologie, faut-il pas abandonner carrément la terminologie de bovidien? Ou est-ce qu'il faudrait la conserver encore? Voilà. Alors, j'ai utilisé le terme bovidien et j'ai mis marocain, entre parenthèses, parce que je ne réfère jamais à la chronologie du Sahara central. C'est
Peut-être ça converge dans quelques sujets ou dans quelques périodes de l'évolution de l'art rupestre au Maroc, mais l'art rupestre marocain est très varié, très complexe et très mal étudié. Je ne peux pas mettre le terme bovidien au Maroc comme il est utilisé dans le Sahara central ou même au sud de l'Algérie, même au sud de l'Atlas algérien. Et donc, je l'utilise comme terme parce qu'il y a beaucoup trop de vaches et de bœufs. Et donc, je l'ai appelé bovidien, tout simplement. Quant à la technique, ces représentations peuvent être pictées comme ils peuvent être polies aussi. Dans la région de Tarjiste, dans le Haut Atlas, nous avons sur le même site la même patine, la même façon de procéder, mais on a des figures qui sont uniquement piquetées et il y en a d'autres qui sont piquetées et polies. Donc la technique n'est pas d'un grand secours. Donc ce que je souhaite pour la génération des chercheurs qui viendront, c'est bien sûr, c'est bien d'étudier la chronologie du Grand Sahara et de tout le pourtour du Maroc. Mais il faut beaucoup insister sur le nord de l'Algérie et sur le sud-ouest et sud-est du Maroc. Sur l'Atlas algérien et sur l'anti-Atlas, il faut insister, il faut intensifier les prospections et il faut chercher des moyens de datation, des recherches pluridisciplinaires pour arriver d'une façon ou d'une autre à tracer des limites entre ces styles et construire une chronologie qui peut servir à la fois à l'échelle régionale, mais aussi qui peut être utile pour la recherche dans le Sahara. Parce que ça permet, déjà les quelques datations absolues qu'on a faites, montrent qu'il y a des problèmes dans la datation quand on synchronise avec le Grand Sahara. Les datations qu'on a fait dans la région de Tantan, dont une est très proche du 8e millénaire, est en contradiction avec les sujets représentés. Si on se base sur les sujets représentés, on va dire que ça appartient aux dernières étapes des chasseurs du Sahara. Alors, la dernière étape des chasseurs du Sahara, je crois que ce n'est pas le 8e millénaire. Même le bovidien n'est pas le 8e millénaire. Je crois, parce que je ne suis pas un grand scientifique, moi. Et donc, il faut donner plus de chance à la recherche sur le terrain à l'échelle régionale pour que ces recherches soient bien faites, pour que l'inventaire soit bien fait, parce que jusqu'à maintenant, les articles qu'on a, ils sont nombreux, mais ils sont très descriptifs. Dans la majorité, ils sont un résultat de visites sur le terrain de quelques heures, et donc ça ne peut pas dépasser le descriptif. Et puis, on va directement à la comparaison avec le Sahara, et pas tout le Sahara, mais les régions qui sont bien étudiées au Sahara. Donc, comme vous voyez, nous avons encore beaucoup de difficultés devant nous, et j'espère que d'ici une quarantaine d'années, on peut parler d'une chronologie plus ou moins cohérente. Pour le moment, on spécule, on utilise l'évolution culturelle, on utilise un peu d'idéologie marxiste, etc., pour aboutir à une forme plus ou moins qui donne plus ou moins une idée sur l'évolution très générale de l'art rupestre au Maroc. C'est bon, Faisal, donc c'est bon. Tu es satisfait de la réponse?
Oui, oui, tout à fait. Je voulais juste rajouter que, par exemple, le site sur lequel j'avais travaillé, il y avait Simonon qui l'avait rattaché aussi au bovidien. Le problème, c'est que dans ce même contexte de bovidien, on va trouver du métal, enfin du métal, des figures d'armes métalliques. Et donc, ça crée vraiment une sorte de confusion du moment où on n'a pas une définition beaucoup plus élaborée ou un terme plus précis pour différencier ce qui est ante-métal et post-métal. C'est tout. Si on prend l'exemple de Tazina, par exemple, partout, quand on trouve une figure au trait poli, aux membres un peu exagérés, on dit c'est Tazina. On s'est trouvé avec on croyait que Tazina, bon, ça va remplir un petit sac. Mais là, on se trouve avec un sac plus grand que les autres. Comme si les gens gravaient et dessinaient à une période plus que n'importe quelle autre période. Et je crois que c'est un problème de exhaustivité de recherche. Comme je l'ai mentionné pendant la conférence, au Maroc, il y a un déséquilibre de répartition des chercheurs sur le territoire national. Nous avons 4 chercheurs au sud, mais 500 sites rupestres et des centaines de concentrations de surface lithique, etc. Alors qu'au nord, il y a 99% des chercheurs, 99,9% des chercheurs, mais il y a une quinzaine ou 15 ou 16% de la richesse archéologique du Maroc. Donc c'est un peu, ça explique un peu les difficultés pas seulement de chronologie, mais aussi du savoir, complètement du savoir au sujet de l'art rupestre, et pas seulement de l'art rupestre, mais de la préhistoire du Sud, alors que tout le monde est persuadé que le Sud a façonné l'histoire du Maroc. Il suffit de revenir aux dynasties almoravides et almohades, et puis à la majorité des dynasties qui ont gouverné le nord-ouest de l'Afrique, ils sont du Sud. Merci, Semjidi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, dans l'assistance? Oui, vas-y, c'est Mustafa, oui, oui. Alors, je ne sais pas si vous ne m'entendez pas. Ok, تسمعش مزيان. C'est mieux maintenant? تنمرت, yeah. C'est mieux maintenant? Oui, 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 excellent. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, Selim Jidi, pour cette excellente présentation. Merci pour mes amis, les participants. Merci beaucoup pour le comité d'organisation pour cette idée de cette conférence en ligne. C'était très enrichissant. Même si, sincèrement, je le dis, en vous entendant, j'ai un pincement au cœur parce que j'ai une pensée particulière. Vous avez certainement dû le comprendre, à notre cher ami Mustafa Nami, avec qui on a travaillé beaucoup sur les sites. Je n'ai pas pu mentionner. Oui, ben c'est normal, c'est normal. Je suis toujours bloqué jusqu'à maintenant. C'est normal, c'est normal. Donc, si tu peux rapidement me passer, ça sera bien parce que je commence à paniquer un peu. Pas de problème. Oui. Mais en tout cas, ça nous laisse de beaux souvenirs sur la région de Tamanat et de Foum el-Hassan sur lesquels on a travaillé, c'est ma mémoire est bonne, en 2014. Alors, rapidement, sans plus tarder, je donne directement ma question. C'est par rapport à l'image de la gravure avec le plan de l'Agadir. Alors, c'est un plan, à mon sens, de masse d'un bâtiment qui peut-être aurait existé déjà à l'époque.
Alors, ça me laisse un petit peu perplexe parce que ma question, tout simplement, est-ce que ça ne peut pas s'agir d'un autre dessin auquel on peut donner une autre interprétation, à part l'Agadir? Bon, on sait que la région elle est très riche en Igoudar, mais est-ce que ça ne serait pas une superposition d'une autre vision d'un plan de masse d'un Agadir et dire que ça peut être un Agadir? Ben, c'est ça ma question. Est-ce que ça peut pas être, est-ce que ça ne peut pas s'agir d'autre chose? Sachant, et l'autre question, est-ce qu'on a une date approximative de ce dessin, ou bien de la partie du site où ce dessin figure? Alors, pour les figures qui représentent Igoudar, c'est le site de Botrouche, dans la région de Jemaat Tighirt. Il fait partie de la province de Sidi Ifni. C'est l'extrême ouest de Sidi Ifni. Et le site est une cuvette de Botrouche qui fait à peu près 5 km sur 4. Sur le pourtour de cette cuvette, il y a des affleurements d'un calcaire dur qui supporte ces gravures. Et à l'extérieur de ces affleurements, il y a une série d'égoudards qu'on peut voir d'ailleurs du site. Il y a et ainsi de suite, je ne parle plus des noms. Et il y a une évolution de ces dessins d'égoudards. Il y a des agadirs qui sont bien soignés, d'ailleurs au très poli, mais qui ne sont pas gardés, ils sont patinés et qui ne sont pas gardés avec des armes à feu. Ils sont gardés avec des épées. Et ces épées sont très diversifiées. On a pu reconnaître un type qui pouvait venir du Portugal, peut-être, parce qu'on essaie de lier ça avec la période d'instabilité dans la région à la fin de la gestion des Mérinides ou des Saadiens. Je ne suis pas un historien, vous allez excuser ma chronologie très serrée de quelques années, mais ça a évolué de l'utilisation des épées pour garder ces constructions vers l'apparition de l'arme à feu. Mais il y a sous l'étage de ces gravures 3 poignards qui sont exactement comme ceux qui sont à Lukaïmiden et à Ouyagour aussi. C'est-à-dire ce que Jean Malhomme et Simoneau et notre collègue de Marseille, Chinorquion, classent avec les armes métalliques de l'âge du bronze. Donc, il y a une évolution sur place des gravures de l'âge du bronze jusqu'aux premières décennies jusqu'à la première décennie du XXe siècle, parce qu'il y a des dessins. Il y a même des dessins des pasteurs actuels. Nous avons relevé un dessin d'une fille qui avait un bétail là-bas et qui nous a fait des rosaces sur la roche en utilisant des éclats. Donc c'est une tradition qui est continue dans la région, et je crois que c'est un Agadir parce qu'il y a l'entrée, il y a la répartition de l'espace à l'intérieur, il y a le couloir qui entoure l'Agadir, il y a même l'espace où on apprend à tirer. Donc il y a un triangle ou un losange qui est souvent, quand on entre dans l'Agadir, il est à gauche pour l'éloigner un petit peu de la mosquée. Donc on le met à gauche un peu plus loin. Il y a toujours une plaque de calcaire ou de grès qui est verticale, qui reçoit les balles quand on s'entraîne à tirer. Donc je crois que ces éléments sont très proches de ce qu'on voit dans l'Agadir, mais il y a toujours possibilité
de voir dans ces dessins autre chose, bien sûr, parce que le site renferme au moins 2000 gravures, parce qu'il n'y a pas d'inventaire exhaustif. Ce qu'on a avec Feu Mustafa Nami, ce qu'on a inventorié a dépassé les 2000 figures, mais qui se répètent. Il y a 2 arrières seulement, à notre étonnement, parce qu'il y a des ruines qui s'occupaient de l'espace arable, surtout de l'orge. Il y a beaucoup de types d'épées et beaucoup trop d'armes à feu. Apparemment, ça a une relation peut-être indirecte avec les conflits que les Anglais voulaient créer entre les imaginaires de l'anti-Atlas occidental et les centres politiques comme Agadir et autres centres. C'était le marketing de l'époque pour faire passer les marchandises anglaises devant les marchandises françaises et espagnoles. Voilà. Ben, merci beaucoup, cher ami, pour ces informations intéressantes, en tout cas pour moi. Ça nous permet en tout cas de dire que les gravures rupestres, ce n'est pas uniquement la protohistoire, ce n'est pas uniquement la préhistoire, mais même la période islamique, quoi. Donc, ça traverse tous les âges, toutes les civilisations, Oui. ce qui est très, très intéressant, en fait. Oui. Et s'il te plaît, arrête de dire « je ne suis pas un grand scientifique ». Tu l'es pour nous, en tout cas. Ben, merci beaucoup une fois encore pour les organisateurs et pour CMJD. Merci à Atri. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah oui. Merci beaucoup. Allah yahfadek. Merci à tous les deux. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Moi j'attends une question au-delà de la Méditerranée. Oui, c'est vrai, notre rive. Parce que je vois des noms ici, mais il n'y a pas de questions. Il y a Jean-Luc Le Quénec qui est là, je pense. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Je le vois. Il y a aussi Pierre, Agnès. oui, Agnès Loart, je sais pas. Elle était là. Agnès. Bonjour tout le monde, bonjour. Ah, oh. Voilà. Je suis Hola. enchantée de vous revoir. ¿Qué tal? Ça va. Muy bien. Merci beaucoup. Je suis arrivée en retard. Je n'ai pas eu moi, j'ai juste pris la fin de votre présentation. Je vous remercie encore. C'était vraiment. Je remercie les organisateurs également pour cette conférence. Et j'écoutais. J'étais toute oui parce que bon moi je travaille comme vous le savez tous autour de Tarsis dans la province de Gulmim. Et donc, ça m'intéresse beaucoup, toutes ces questions de style, de chronologie, etc. Et donc, j'étais plutôt à l'écoute plutôt que de questions. Je suis encore une élève et non pas un maître. Ok. Ok, donc je pense que Agnès n'a pas de questions, à mon avis, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, donc donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question ou deux, sinon on peut s'arrêter là. Voilà. C'est un peu sec, il n'y a ni thé, ni rien. Si, c'est virtuel. Il y aura un buffet tout à l'heure en sortant de chez toi. Tu vas trouver un buffet dans la cuisine. Envoyé par la poste. Alors, moi, je tiens donc au nom du comité d'organisation de cette 19e édition l'USPP. Je tiens à remercier l'assistance qui nous a suivis pendant ces journées de scientifiques, de conférences virtuelles à travers donc le web.
Je les remercie d'être présents avec nous, d'avoir participé, de nous avoir encouragés. C'était une très bonne chose. Je remercie également M. Bajaja pour son soutien, pour son aide. Et puis, au nom du comité d'organisation de cette 19e édition, je remercie infiniment M. Abdelkhalq Al-Mjidi d'avoir accepté l'invitation du comité et puis d'avoir participé donc par cette belle conférence très riche, très élaborée sur les gravures rupestres, sur l'art préhistorique au Maroc de manière générale, qui montre un peu la richesse du Maroc en ce patrimoine archéologique. Et puis donc ainsi se termine, s'achève un peu cette série de conférences que nous avons programmées pour cette semaine. Et donc l'ensemble de ces conférences sont enregistrées et vous pouvez les revoir sur la chaîne YouTube du Congrès. Donc il faut juste un temps, ils y sont pas toutes maintenant, puisqu'il y a un traitement pour chaque conférence. Donc on les montrera, donc on les téléchargera donc sur cette chaîne de YouTube que vous avez déjà tous visité. Et puis donc sur cette chaîne également, il y a un certain nombre de capsules de certains collègues, de certains chercheurs qui ont développé leur thématique et qui nous ont envoyé des petites vidéos. Donc on les remercie infiniment de l'avoir fait. Et puis voilà, donc on reste en contact. Je vous souhaite une très bonne rentrée sans corona. Et puis, on se donne rendez-vous au mois de septembre 2021 à Meknès. D'accord? Ok. J'espère que vous allez être tous avec nous, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Bonne journée. À toi aussi. المرتبة